Donc, pour me représenter, donc, je m'appelle Jérémy Fin, je travaille pour Welcomer. Je tenais à remercier avant qu'on démarre, évidemment, notre intervenant, Julien Larguès, qui est un de nos clients de la première heure, que je n'ai jamais rencontré physiquement. On se disait, on s'est parlé la semaine dernière 10 minutes pour préparer, et puis je voyais à quoi il ressemblait juste avant, donc je suis vraiment enchanté qu'il nous fasse cet honneur. Je tenais aussi à remercier Julie Cognard de chez Welcomer qui a organisé toute la logistique du webinaire, la promotion, l'organisation et qui fera le travail de suivi également. On va essayer de vous préparer un replay. Enfin, David Béchard qui a eu la bonne idée de proposer Julien comme premier intervenant de notre tout premier webinaire. Donc Julien, merci pour ce double honneur. Alors, je vais commencer par te présenter en quelques secondes, si c'est possible. Parce que malgré ta jeunesse, tu as été diplômé de l'ESSEM en 2010, tu fais plein de choses. Moi, ce qui me frappe, c'est que tu es vraiment à la confluence de trois secteurs, le digital, l'immobilier et l'événementiel. Donc, tu as été très tôt investisseur dans Nouma, qui est un incubateur et un accélérateur bien connu à Paris, dans le Silicon Sentier, d'ailleurs, c'était son nom auparavant, qui s'est fait racheter par la Maïf. Et derrière, tu as lancé plein de sociétés, tu sièges, tu es un des représentants de la French Tech dans la région centre. Je cite un pêle-mêle, tu es membre du conseil d'administration de Waza Shirt, qui fait des vêtements innovants. Tu es membre du conseil d'administration de Jobroom, dont la tagline est Reference and Broadcast All Your Jobs. Tu es membre du conseil d'administration du Crédit Agricole Touraine et Poitou. Tu es cofondateur et président de Dédale, qui est un startup studio, où tu fais de la stratégie à l'opération d'une boîte, j'imagine, pour toi-même et pour compte de tiers. Tu es cofondateur et membre du conseil d'administration de Royal Loire-Vallée, qui est une marque locale dédiée à la vallée de la Loire, où il n'y a pas que des bons fromages et des bons vins, il y a plein d'autres choses, pour bien la connaître maintenant. Tu es cofondateur et président ou directeur général du HQ, donc c'est un lieu très connu à Tours, dans un bâtiment magnifique sur une place près de la gare où il y a les anciennes postes notamment et la mairie. Donc avec le HQ, tu as levé avec ton équipe 2 millions d'euros pour bâtir un espace de coworking, de co-meeting de 1000 mètres carrés avec 60 postes dédiés, 4 salles de réunion, 5 bureaux privatifs et 2 espaces événementiels pour pouvoir accueillir jusqu'à 170 personnes. Et tu es également le cofondateur et le dirigeant d'Interview App, qui permet de faire des interviews en vidéo, comme son nom l'indique. Voilà, donc tu es très impliqué. J'oublie plein de choses, hein, mais tu es président de la French Tech Loire-Vallée, mais ça, les gens l'avaient compris. Tu as été désigné par Cédric O, notre ministre en charge du numérique, comme membre du Conseil national des capitales et des communautés de la French Tech. Et enfin, tu es président des anciens de ton école de commerce, l'ESSEM. Donc voilà, j'espère que je n'ai rien oublié surtout et que je ne fasse potentiellement personne qui écouterait ce replay et qui jugerait, mais sachez que ce n'est pas Julien qui a préparé sa présentation, c'est moi qui lisais béatement sa fiche LinkedIn. Voilà Julien, donc maintenant que tu es présenté, déjà remercier d'être parmi nous. Alors évidemment, on démarre ces webinaires. Vous voyez, je suis à la campagne dans la cuisine, dans un moment très particulier pour ceux qui verront le replay dans quelques mois, dans quelques années, parce que nous sommes en confinement pour cause de crise sanitaire, donc Covid-19, s'il faut le préciser, en espérant qu'il n'y en ait pas derrière. Et Julien, je mets les pieds dans le plat. Mais comment vis-tu personnellement cette période et surtout professionnellement, parce que tu opères un lieu qui, on l'imagine, est complètement à l'arrêt. Donc, comment est-ce que tu as pris les actions qu'il fallait prendre pour maximiser la pérennité de trésorerie et autres du HQ pendant ce moment inédit dans l'histoire contemporaine? Merci beaucoup, Jérémy. Bonjour à tous pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Je suis très content de participer en introduction, de participer à ce webinaire. Et pour rentrer directement dans le vif du sujet, du coup, nous, on a été très vite alertés en fait sur ce qui se passait.
parce qu'on on a une société qu'on héberge qui est ESL Gaming France, pour ceux qui s'intéressent à l'e-sport, et donc qui appartient à une société allemande. Et très très tôt, en fait, ils ont été mis en confinement, alors que nous, on était encore en train de faire des after-work. Donc ça m'a beaucoup alerté, et du coup, on a mis en place très très vite tout ce qui était gestes barrières, distanciation sociale. On a aussi un petit rituel parce que finalement, on a un espace pour certains qui est très grand et pour d'autres qui est finalement assez petit. Mais c'est quand même une ambiance familiale, donc on a l'habitude de tous se checker, se taper dans les mains pour se dire bonjour tous les matins, etc. Donc ça, on a très très vite dit stop. Et je pense que ça a contribué au fait que personne ne soit malade dans notre espace. Donc ça, c'est quand même une première bonne chose. Ensuite, bah, il y a eu les mesures forcément annoncées par le gouvernement. Donc nous, on a une grosse dépendance de notre chiffre d'affaires sur l'événementiel. Ça représente entre 50 et 60% de notre chiffre d'affaires annuel, avec des saisonnalités, parce qu'on fait moins de CA, par exemple, en juillet-août. Mais les mois qui sont normalement qui permettent de compenser ça, bah, c'est mal tombé, puisque c'est plutôt mars, avril, qui nous permettent d'augmenter notre CA pour faire face à la baisse d'activité qu'on a sur juillet-août. Ce qui est important dans ce moment, dans ce type de situation, en tout cas, c'est, je crois, de faire preuve de beaucoup de calme, d'arriver à prendre du recul pour essayer d'identifier les actions à mettre en place à très court terme, prendre des décisions assez rapidement. Et bah, du coup, dès que ça a été annoncé, nous, on a demandé bien évidemment on n'a pas fermé la partie coworking, on a bien sûr fermé toute la partie événementielle et l'accès à tous les clients externes. On n'a pas fermé à nos membres, donc qui sont des résidents, qui ont des accès dans des bureaux privatifs ou même dans l'espace coworking, qui ont des bureaux qui leur sont dédiés. En revanche, on leur a demandé aussi de prendre leurs responsabilités et de ne pas venir s'ils n'avaient pas un besoin impératif de venir travailler. Pour certains, n'ont pas forcément de connexion Internet chez eux. C'est arrivé avec quelques-uns. Voilà, on ne pouvait pas leur empêcher de venir ou de venir imprimer parce qu'ils sont architectes et ils ont absolument besoin d'une imprimante professionnelle. Bon, bah, les espaces sont restés ouverts, donc ils avaient toujours leurs accès Welcome Air pour venir dans l'espace. Et comment on gère ça? Bah, alors nous, on est propriétaire aussi de notre bâtiment, donc ça, c'est un point qui est important dans la façon de gérer avec son bailleur, puisque c'est nous-mêmes. Donc, on a fait une suspension de prêt auprès de la banque pour suspendre le remboursement de l'achat du bâtiment. Et, et pour l'instant, on a un petit peu de trésorerie aussi, mais on compte aussi sur le soutien de nos coworkers pour être solidaires dans ce moment difficile, en particulier tous les grands comptes qui sont chez nous. Et après, sur des indépendants, on essaie d'aviser au cas par cas pour ceux qui sont en difficulté, pour pouvoir les aider sur des reports ou de l'étalonnement de paiement. D'accord. Et quand tu parles de grands comptes, c'est par exemple des sociétés qui ont leur siège ailleurs, mais qui ont identifié qu'elles avaient beaucoup de salariés qui vivaient dans la ville de Tours, et donc c'est pour leur éviter des déplacements, par Non, exemple? non, bah, c'était des clients existants, hein. D'accord, mais qui restent, qui ont choisi d'héberger une population nomade ou une équipe projet ou une filiale OHQ. Non, oui, c'est ça. C'est des bureaux dédiés D'accord, qui sont HQ. C'est pas les nomades. De toute façon, immédiatement, on a été fermé aux nomades, hein. d'accord. Donc les nomades ne peuvent plus rentrer dans l'espace. Non, mais c'est des sociétés voilà, comme Rico, comme S2I, comme Expleo, comme même des startups parisiennes, hein, comme Fred de la Conta, Income, qui a son siège social chez nous avec une partie de ses salariés. Voilà,
ils ont toujours accès à leur bureau s'ils en ont besoin et en responsabilité. Et donc, il a semblé que le signal vienne d'une des sociétés dans l'e-sport qui était dans vos lieux et qui a eu avant tout le monde les bonnes alertes. Est-ce que justement ces grands comptes n'avaient pas les équipes de risque qui leur a envoyé les bons messages sur les gestes, quelque part les gestes qui sauvent, ou les nouveaux gestes qui sauvent, ou les autres gestes qui sauvent? Comment est-ce que enfin, quel a été l'ordre des signaux qui te sont arrivés pour te mettre en situation de crise toi-même? Alors nous, on n'a pas eu de signaux particuliers de ces sociétés-là. C'est eux qui nous ont informé que leur siège en Allemagne les avait mis en confinement, professionnel en tout cas. Voilà. Donc ils devaient tous immédiatement travailler à domicile. Après, moi, j'ai une expérience personnelle aussi un peu particulière parce que en 2009, je faisais mes études au Mexique et j'ai connu à ce moment-là la grippe porcine. Mhm. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Et en l'occurrence, moi, je l'ai eu. Donc j'ai vécu 15 jours entre 39 et 42 fièvres. Et à ce moment-là, il y avait eu tous les commerces fermés, il y avait eu l'université, bien sûr, fermée. Enfin, tout était fermé. On était dans la ville de Monterrey, au nord du Mexique. Donc finalement, j'ai déjà vécu cette phase de confinement avec les gestes, les attitudes à adopter dans ces cas-là. Voilà, donc j'avais vécu un mois de confinement à peu près avant d'être rapatrié en France. Hmm. Et alors, enfin, si on s'envole dans la hiérarchie du pragmatisme et qu'on est vraiment dans le conceptuel, qu'est-ce que tu envisages comme étant les conséquences sur le marché du flex office en tant toi-même qu'opérateur de flex office? Quelles conséquences penses-tu que cette crise engendrera sur votre façon de travailler au quotidien, vous les exploitants? Ah bah, je pense, enfin, à mon avis, tout le monde ici pressent ça, hein. Je suis convaincu qu'il va y avoir une prise de conscience que télétravailler, c'est possible. Après, je suis pas un partisan forcément de tout noir ou tout blanc, mais probablement les sociétés en particulier les grandes, vont prendre conscience qu'il y a un mix qui peut se faire, que c'est gérable, voilà, que ça marche et que ça peut contribuer d'une part au bien-être des gens, ça peut contribuer à l'effort écologique que tout le monde va faire, et puis ça peut contribuer aussi à améliorer finalement in fine, la performance de leurs entreprises. Hmm. Est-ce que tu penses, enfin, je suis déjà allé au HQ, donc enfin, assister à un événement, un des nombreux événements que vous hébergez, et est-ce que tu penses que ça va avoir un impact, par exemple, sur les matériaux que tu utilises? Est-ce que tu vas demander des couches de vernis antimicrobiens? Est-ce que tu penses qu'il y aura une réflexion jusqu'à l'aménagement des lieux? Ou est-ce que Euh, c'est un peu trop tôt pour le dire? Ou, enfin, voilà, est-ce que c'est une question que tu te poses? je t'avoue que je me suis pas encore posé la question, mais effectivement, là, on n'est pas encore dans l'heure du bilan et de la réflexion sur comment faire en sorte que ça se reproduise pas et, euh, et d'y contribuer à notre échelle, y compris dans les plus petits espaces de travail et dans toutes les entreprises. Là, on était plutôt dans une phase de réaction assez forte et du coup drastique. Mais évidemment, j'espère en tout cas que d'une part, ça va peut-être améliorer la façon de concevoir les espaces, mais ça va aussi améliorer le comportement des individus dans ces espaces-là. Parce que quand on se balade un petit peu partout dans le monde, bah oui, il y a des pays, dès qu'on a un petit rhume, on met un masque. Voilà, et c'est normal et ça choque absolument personne. Dans notre pays, c'est vraiment pas le cas. On n'a pas cette réputation-là d'être très à cheval sur l'hygiène, mais j'espère que ça va nous apporter de bons réflexes pour l'avenir. Hmm. Et donc, alors si je reparle de toi, donc, comme je disais en intro, quand je lis ton parcours, tu es vraiment à la confluence de trois domaines, la tech,
l'immobilier et l'événementiel. On a parlé d'impact de la crise sur l'immobilier, enfin sur le flex office, sur le modèle du flex office en tout cas. À ton avis, sur les deux autres secteurs, donc la tech et l'événementiel, toi qu'est-ce que tu vois comme étant les conséquences immédiates? Euh, L'événementiel, je pense que, alors malgré le coup dur là que tout le monde se prend, je pense que derrière va y avoir une vraie opportunité sur les events parce que finalement les gens vont avoir besoin de se retrouver. Les entreprises vont aussi avoir besoin de repartir à la conquête de leurs clients, de leurs prospects. Et malgré le fait qu'on puisse faire plein de choses en digital, ça reste, euh, ça reste quand même hyper important, des animaux sociaux, donc ça reste important de se voir, de se serrer la main et de se parler en face à face. Donc, c'est un coup dur, mais je suis convaincu que c'est pour repartir de plus belle. Voilà. C'est mon côté optimiste, même si ce sera pas facile. Je suis convaincu que voilà, je suis assez optimiste sur l'avenir de l'événementiel. Et sur la tech, alors la tech, c'est quand même mon métier principal, parce que j'ai fondé le HQ, mais qui m'occupe au quotidien quand même, c'est Interview App. Et autant on a eu des pertes de clients parce qu'ils ont gelé leur recrutement. Pour ceux qui ne connaissent pas, Interview App, c'est une solution qui permet de faire du recrutement par entretien vidéo de façon automatisée. Euh, donc forcément, on a plein de clients qui ont gelé leur recrutement et qui du coup utilisent plus nos services. Et ça, pour nous, c'est une perte de chiffre d'affaires immédiate parce qu'on a un modèle économique qui est à la demande, un petit peu comme EDF qui facture en fin de mois sa consommation d'eau. Nous, on facture le nombre de minutes enregistrées par des candidats interviewés. En revanche, ça a été aussi une opportunité parce on a gagné des nouveaux clients qui étaient sur des méthodes de recrutement assez traditionnelles et du coup qui ont saisi cette opportunité de digitaliser leur processus de recrutement parce qu'ils avaient plus le choix, ils pouvaient plus rencontrer leurs candidats. Donc ça nous a permis de gagner des clients un peu partout dans le monde. Hein. Rien que la semaine dernière, c'est Nissan au Japon, c'est Leroy Merlin en Italie. Voilà, c'est des grands comptes un peu partout sur la planète. Donc je pense qu'il y en a plein dans la tech qui vont réussir à sortir plus grand de cette crise économique. Mais pour autant, il ne faut pas en faire une généralité. Nous, on a quelques coworkers, par exemple, de chez Virtuo. Virtuo, qui est une startup du French Tech 40, du Next 40, et qui fait de la location de voitures. Donc la location de voitures en ce moment, bah, c'est pas ça, quoi. C'est très dur, ouais, bien sûr. Voilà. Non, je ne savais pas que ton activité principale était interviewable. Donc, tu es dirigeant d'une startup dans le digital et dans le recrutement, et en même temps, tu exploites enfin, tu es l'exploitant du HQ, ou le Ouais, responsable de l'équipe d'exploitation. ouais, parce que enfin, le HQ, c'est un projet important. Investir 2 millions d'euros, c'est une somme importante. 1000 mètres carrés, c'est une surface importante. Mais on était parti à la base, Interview App, on avait des bureaux qui étaient trop grands pour nous. Et puis on avait commencé comme ça avec plusieurs années à accueillir quelques coworkers. Et puis c'est uniquement parce qu'il y avait plein de gens qui nous demandaient de venir bosser chez nous qu'on s'est dit qu'on allait faire un espace un peu plus grand et puis d'en faire carrément une société indépendante. Mais c'était pas dans mon ADN de devenir exploitant d'espaces de coworking et d'en faire partout en France. Hmm. Très intéressant. Et alors, si on rentre vraiment justement dans l'exploitation du lieu, euh, on a ri quand on a passé les 10 minutes au téléphone pour préparer ce webinaire parce que on a tous les deux pensé à un ami commun qu'on a, Alexandre Durand-Chabert, qui a un podcast qu'on vous recommande qui s'appelle Vide ton stack. On s'est dit que tant qu'à faire, comme le but c'était de profiter donc, de la période de confinement pour partager, pour créer une communauté. L'idée évidemment c'est qu'on puisse répliquer des webinaires où on se focalise, enfin on invite et on fait parler quelqu'un. Tu étais partant pour nous raconter un peu les différentes couches digitales que tu avais mises en place pour fluidifier la gestion
du lieu, pour proposer des services à vos membres. Et donc, je sais parce que ça a généré des demandes chez nous. Tu as même publié cette liste quelque part. Je crois que c'est sur un groupe Facebook, mais j'y suis pas, donc je n'ai pas pu aller le voir par moi-même. Mais est-ce que tu serais d'accord pour nous raconter un peu comment vous êtes organisé en interne et les outils que tu as mis en place pour que cette organisation fonctionne bien? Ouais, donc au HQ, on a expérimenté pas mal de choses. Au tout début, assez vite, ce qui était clé pour nous, c'était notamment la partie logicielle de gestion de l'espace, où on avait commencé avec une première solution française et qui n'avait pas répondu à toutes nos attentes. Du coup, on est allé chercher en fait une start-up basée au Canada. Notamment, il y a un Français dans l'équipe qui s'appelle Spatial, getspatial.com. Et on a travaillé du coup à partir de ce socle pour venir implémenter d'autres services. Donc, ce qui est important chez nous, c'est Spatial. C'est Welcomer, bien sûr, pour la gestion des accès. D'autant plus que nous, on a une partie en fait qui est en copropriété, puisqu'on a le ministère de la Justice qui est au rez-de-chaussée. Il y a un expert comptable aussi qui est dans le bâtiment. Il y a ABF Décision qui est du conseil en financement public. Et on avait besoin de sécuriser la porte principale d'entrée. Et puis après, nos espaces à nous. Et enfin, là, on réfléchit à sécuriser en particulier aussi les bureaux privatifs qui sont encore actuellement sous clé, mais on regarde votre nouveau produit, là, les béquilles, pour éventuellement s'équiper. On a aussi fait l'acquisition de produits allemands chez Airtam pour tout ce qui était affichage digital dans l'espace. Et ça, c'est un point qui est hyper important, la signalétique dans l'espace, de savoir quelle salle est occupée, par qui, de quelle heure à quelle heure, quels sont les événements qu'il y a en ce moment aux étages en dessous chez nous. Donc Airtam, qui est une solution qui permet de faire du partage d'écran sans fil de façon universelle. Donc on a un Mac, un PC, un Android, un iPhone, etc. De pouvoir se connecter sans fil au thé dans les salles de réunion, c'est vraiment un outil super. Et qui gère en plus l'affichage digital dans le cloud. Hein, donc directement depuis son ordinateur, on peut aller gérer l'affichage qui est dans toutes les salles de réunion. Et qui se connecte à Google Calendar aussi pour ceux qui utilisent Google Calendar dans la réservation des salles, puisque nous, Spatial est connecté aussi à Google Calendar, donc ce qui permet à Airtam de venir récupérer les horaires aussi des salles de réunion, de pouvoir afficher de quelle heure à quelle heure les salles sont occupées. Donc ça, c'est un peu le stack au top. Et puis, on a aussi une particularité, c'est qu'on a domotisé tout le bâtiment. Donc, on peut piloter absolument tout dans le bâtiment, que ce soit la lumière, que ce soit le chauffage, que ce soit la VMC, que ce soit les volets, que ce soit tous les capteurs aussi de CO2, de COV, d'humidité, de température, etc. Qui nous permet d'optimiser aussi l'utilisation des espaces, de faire des économies d'énergie aussi, et de pouvoir scénariser aussi l'espace, la façon dont il est utilisé. Donc, un client, quand il arrive sur l'espace événementiel, quand il clique sur un bouton, il y a le vidéoprojecteur qui s'allume, il y a l'écran qui descend, éventuellement il y a les premiers volets qui se baissent, parce qu'on a un espace qui est très lumineux, on a plus de fenêtres que de pans de mur. Donc, dès qu'on lance le vidéoprojecteur dans la salle événementielle, faut baisser les volets. Et puis les lumières, c'est pareil, on a des capteurs au-dessus des bureaux. En fait, on a des capteurs qui vont mesurer le nombre de lux qu'il y a sur les bureaux. Donc les lux, c'est l'unité de mesure de la lumière. Et donc on s'assure qu'il y a toujours en permanence 500 lux sur les bureaux, ce qui permet d'avoir une luminosité optimale. Ça s'adapte en fonction de la luminosité extérieure. C'est pour ça qu'il n'y a aucun interrupteur finalement, aucun interrupteur au HQ, à part dans l'espace événementiel pour piloter vidéoprojecteur volé. C'est assez limité.
Donc, on a un bâtiment assez high-tech pour pas mal de clients qui viennent nous voir. Je Ah ouais, crois que t'as fait le smart building pour de vrai, quoi. bah, en tout cas, on a essayé de faire quelque chose qui s'en rapprochait. On peut toujours faire des améliorations, mais le fait déjà de pouvoir piloter son espace, de mesurer exactement ce qui se passe en temps réel et éventuellement de pouvoir adapter les scénarios d'ouverture des volets, de fermeture des volets en fonction de la position du soleil. On sait que l'été, à partir de 14h30, nous, ça peut commencer à déranger une partie des coworkers, et ben, automatiquement, on va descendre les volets sur ce créneau horaire pour que il soit pas dérangé. Et puis après, il y a tout le volet en ligne aussi, où là, on utilise une partie de Spatial qui a des fonctions sociales, et on utilise beaucoup Slack aussi, voilà, qui est notre outil préféré pour échanger entre coworkers et pour nous aussi faire des annonces aux coworkers quand c'est pas forcément urgent, parce qu'on évite d'envoyer des mails à tout bout de champ. Donc, quand c'est très urgent, on envoie un mail. Sinon, quand on peut se contenter d'une petite annonce, on privilégie aussi Slack. D'accord, les notes de service sur Slack. Et sur quelle plateforme as-tu déployé la boutique, le HQ, le HQ Shop? Ouais, alors ça, c'est une autre partie. C'est que, bah, en fait, le HQ, on l'a rempli assez vite. Donc, ça, on a eu pas mal de chance. On était rentable dès le deuxième mois d'activité. Et du coup, mon frère, il s'occupait de lancer une partie de HQ Shop où en fait on commercialise absolument tout ce que nos clients utilisent et voient au HQ. Donc ça va des produits type Airtam pour les salles de réunion ou même de Spatial. On a trouvé un accord avec eux pour s'occuper de la revente du logiciel sur l'Europe parce qu'eux étaient beaucoup plus concentrés sur le marché canadien-américain. Ça va du mobilier aussi. Une grande partie de notre mobilier est made in France, est fait par Klein dans la forêt de Chinon. Donc voilà, on essaie de faire travailler le local aussi dans ce qu'on fait. Et donc le HQ Shop, voilà, on a lancé ça et puis petit à petit on rajoute des choses, soit qu'on peut pas mettre chez nous mais qu'on aime bien. Voilà. Et l'idée, c'est de permettre aussi à d'autres espaces éventuellement qui se montent de gagner du temps dans trouver les bons produits au meilleur prix, à meilleure qualité. Nous, ce qu'on propose, on l'a pris pour nous-mêmes, donc voilà, on pense que c'est bien. Juste sur le périmètre fonctionnel de Spatial, c'est principalement réservation, facturation et fonction sociale, c'est ça, dans ce que tu as dit, si j'essaie de résumer? Ouais, ça gère aussi toute la partie facturation, paiement en ligne, prélèvement automatique des cartes bleues tous les mois sur les abonnements. Il y a la partie annuaire aussi des membres. Toute la partie compta, en tout cas, est gérée sur Spatial. Toute la partie réservation des postes, réservation des salles de réunion. Il y a une partie guide de l'espace. Il y a le ticketing aussi. S'il y a des gens qui ont des demandes de support ou de nous dire que, tiens, il y a une ampoule qui a grillé dans les toilettes du deuxième, ils peuvent faire un reporting sur Spatial. Il y a une partie aussi perks, ce qui est avantage, où là, on met des partenaires qui proposent des offres exclusives à nos membres. Et il y a une section dans Spatial prévue pour ça. Voilà, nous, on a benchmarké tous les logiciels qui se faisaient sur la place, hein, et puis on a décidé de partir avec eux. Il n'y avait pas encore cette arrière-pensée de commercialiser nous-mêmes. On voulait surtout la meilleure solution pour notre espace. Donc, voilà. Si on regarde un peu ce que tu as fait avec Welcomer, est-ce que tu peux un peu nous donner quelques métriques sur le nombre de portes équipées, les usages principaux, si c'est des portes extérieures ou si c'est des portes pour séparer? On a compris qu'il y avait la partie open space, les bureaux privatifs et le volet événementiel, et peut-être les bureaux de l'équipe elle-même. Tu veux un peu nous décrire la topologie du lieu? Ouais, donc nous, sur 1000 mètres carrés, on a trois niveaux. Ça représente 9 portes
dont 2 portes extérieures, l'entrée principale et une entrée secondaire qui est pas utilisée, mais qu'on a équipée quand même. Donc, je l'ai dit, on est en copropriété, donc c'est essentiellement les portes qui donnent soit sur l'extérieur, soit à l'intérieur de la copro. Et on a une réflexion aussi en ce moment sur le fait d'équiper les bureaux privatifs. Voilà. Mais c'est pas encore le cas. Et quel est ton feedback à toi ou celui de ton équipe en tant qu'exploitant sur les bénéfices que vous en tirez? Enfin, est-ce que ne pas administrer des badges ou des clés, vous le valorisez au quotidien, ou est-ce que c'est plutôt enfin, c'est plutôt en termes. Je sais pas si c'est moi ou si c'est toi. Je sais pas Pour la cohérence globale? Alors ça a pas mal coupé là. Je sais pas si c'est moi ou si c'est toi, si les autres t'ont entendu ou pas. Mais je crois que j'ai compris le sens de ta question. Donc effectivement, c'est une vraie valeur ajoutée pour nous auprès de nos coworkers, hein, de nos membres. Le fait de pouvoir accéder 24/7 aux espaces, c'était un point sur lequel on pouvait pas déroger. Et puis bah, c'est un confort pour nous. Voilà, on n'a pas à gérer des codes, ceux qui partent, ceux qui arrivent, renouveler des codes. On n'a pas de problématique de badge aussi, de perte de badge, de refaire les badges. Donc c'est un gain aussi économique, gain de temps, gain économique. Et puis faut l'avouer, voilà, pouvoir ouvrir les portes avec son téléphone. Pour certains, ça semble un petit peu futuriste, mais bon, on est convaincu que c'est l'avenir. Virtuo, je parlais de Virtuo tout à l'heure, le fait déjà pour ouvrir sa voiture et démarrer sa voiture. Donc voilà, je pense que dans les années à venir, ça va forcément se démocratiser. Et en crise bactériologique, est-ce que les gens étaient contents de ne pas devoir toucher à des boutons d'interphone ou à des boutons poussoirs de sortie pour ceux qui voulaient également sortir avec le téléphone, ou t'as pas eu la remarque? Je t'avoue que j'ai pas eu la remarque, mais Je dois effectivement, tenter. c'est un très très bon point. D'autant plus que juste avant de partir, on a automatisé l'ouverture de la porte d'entrée. Donc, c'est-à-dire que voilà, quand on déverrouille, automatiquement la porte s'ouvre. Ah, t'as un Donc, groom mécanique. ouais, exactement. Alors Ok. uniquement sur la porte principale, hein, pas sur toutes les portes à l'intérieur. Mais ouais, on a un groom mécanique. Ouais. Donc, comme ça, tu n'auras même plus les traces de doigts. Impeccable. Alors, je pense que bah, déjà, je te remercie beaucoup. Et comme je le disais en ouverture, enfin, on le regardait, ça fait plus de 2 ans que tu es client chez Welcomer, et Welcomer est commercialisé depuis à peu près 2 ans. Donc, bah, un grand merci parce que tu as été dans les pionniers, dans les premiers à nous faire confiance, et on est ravis de te compter et de compter un lieu aussi avancé que le HQ comme client. Je te propose, Julien, si tu en es d'accord, qu'on ouvre la discussion, parce qu'il y avait bah, enfin, des gens dont les activités étaient extrêmement proches, et je suis sûr qu'il y a beaucoup en termes de partage. J'ai une première question. Alors, il y a 2 façons de poser les questions. Soit vous prenez la parole en vidéo, soit on commence avec le chat. Et j'ai une première question donc, de Rémi Toisier qui pose une question sur le début de notre discussion où tu racontais les actions que tu avais prises pour préserver la trésor du HQ dans ce moment compliqué. Tu as raconté que vous étiez proprio de vos murs, donc vous étiez dans un cas particulier, vous ne pouviez pas juste passer un coup de fil à un bailleur et voir comment vous arranger. Donc toi, tu as réussi à suspendre le crédit auprès de ta banque. Et la question de Rémi est la suivante. Est-ce que la suspension du crédit a généré des frais ou est-ce qu'ils ont également décalé les intérêts? Enfin, quelles ont été les conséquences économiques de cet accord bancaire finalement que tu as obtenu? C'est un report simple sans aucun frais. Ah, top. Ok, super. Voilà. Crédit Rémi, Agricole, j'espère que ça répond à votre question. Je t'en prie, Julien, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. non, bah, le Crédit Agricole, alors c'est peut-être parce que c'est une banque qui appartient à ses clients, ou à moins que ce soit le second d'une autre banque, mais peu importe. Peut-être que c'est géré d'une façon différente des autres, mais en tout cas, nous, ça a été hyper rapide et hyper simple. Ok, bah Rémi te félicite sur le chat en tout cas.
Donc pour le coup, les questions sont officiellement ouvertes. Merci Rémi d'avoir posé la première, c'est toujours la plus compliquée. Je vous propose, si vous choisissez de prendre la parole en vidéo, on vous propose de vous présenter, pour ceux qui ne l'ont pas fait en tout cas, en 10 secondes, c'est plus sympa. Et ceux qui préfèrent le chat, pas de problème, je lis les questions avec plaisir. Oui, bonjour, c'est Christian Lévry, est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, bonjour. Bonjour Julien. On a ouvert un petit blog, enfin une page Facebook pour justement canaliser un peu les questions que les gens se posent sur des espaces de coworking partout sur le pays. Il y a beaucoup de questions sur effectivement le report des échéances, mais il y en a aussi beaucoup sur les gens qui en fait sont obligés d'arrêter leur activité et de ce fait ne payent plus ou désirent ne plus payer. Alors, il y a évidemment ceux qui sont engagés sur des contrats soit trimestriels, soit annuels, mais aussi ceux qui sont juste coworkers et qui peuvent ne plus payer. Alors, il y en a qui jouent le jeu parce qu'ils voient bien que c'est tendu des deux côtés. Mais est-ce que de ton côté, tu as des expériences différentes et comment tu résous ces problèmes et comment tu les analyses, comment tu les vois? Et peut-être d'autres autour de la table qui sont, je pense à Pascal Givon en particulier, qui a 4 centres dans le pays, et puis il y en a d'autres autour de la table où Rémi peut peut-être partir de ça, parce que je crois que c'est une question qui tracasse beaucoup les gens, et on voudrait essayer de les réconforter ou de leur donner des solutions. Merci. Merci beaucoup Christian, très intéressant. Oui. Alors, nous aujourd'hui, on a reçu qu'une seule demande de suspension de contrat. Donc sur 120 membres, c'est peu. En revanche, on a reçu beaucoup de messages de soutien, voilà, de gens qui nous ont dit mais nous on va vous soutenir, envoyez-nous la facture, même si on n'est pas là, on va payer. Alors j'avoue que même en consultant mon conseil juridique, on était un petit peu dans le flou sur qui avait le droit de quoi, etc., d'étudier, d'éplucher nos conditions exactes, etc. Aujourd'hui, le fait est qu'on n'a pas eu plus d'une demande dans notre espace. Je ne sais pas dire si c'est lié à la typologie aussi des personnes qui fréquentent notre espace, parce que pour la plupart, ils ont quand même des activités qui se portent bien. Il faut savoir qu'il y a quand même quelques espaces de coworking à Tours. En termes de budget pour des prestations de services plus ou moins équivalentes, hein, ça va du simple au double, voire au triple. Donc, nous, on est plutôt sur le triple. Donc, ceux qui viennent chez nous, ils ont aussi les moyens de se payer un équipement de qualité, et peut-être qu'ils sont en capacité, eux, de pouvoir faire preuve de solidarité, ce qui n'est pas le cas potentiellement de coworkers indépendants qui sont peut-être sur une activité qui démarre, qui n'ont peut-être pas encore beaucoup de chiffre d'affaires, et où là je comprends que c'est un mois de loyer pour eux, c'est dramatique. Donc voilà, pour l'instant on touche du bois. Je vais toucher du bois, et je vais continuer de remercier nos coworkers qui sont vraiment à nos côtés dans ce moment difficile. Pascal, est-ce que tu pourrais témoigner aussi? Oui, dans notre cas, en termes de bureau, on a 7% des clients qui ont souhaité rendre les bureaux parce qu'ils ne pouvaient plus pour des problèmes de trésorerie, divers problèmes, certains qui venaient de démarrer leur société et donc ne pouvaient pas tenir. Donc il y a 7% qui ont rendu leur bureau. Un certain nombre espèrent revenir, mais on n'en sait rien. Et on en a à peu près autant pour lequel on a proposé un étalement, soit sur 6 mois, 9 mois ou 12 mois. Donc on a à peu près, on a étalé à peu près la dette sur tout le monde. Justement, à propos d'étalement, je voudrais revenir sur le coût des Crédit Agricole, des banques, nous on travaille avec Crédit Agricole, Caisse d'épargne et BPI et CIC.
Et dans tous les cas, le problème, c'est que c'est pas super bien écrit et c'est pas super bien détaillé. Donc, je vous invite à bien vérifier. Il y a systématiquement un report de 6 mois, ça pose aucun souci. Mais par exemple, dans la caisse d'épargne qui a envoyé un message générique à tout le monde, il faut bien lire le détail parce qu'ils indiquent bien que la mensualité va évoluer du fait des intérêts intercalaires. Donc, ils vont monter un petit peu les mensualités suivantes. Et au Crédit Agricole, par exemple, ils vous disent rien, mais ils rajoutent un mois complémentaire. C'est-à-dire qu'ils vous reportent de 6 mois, mais à la fin de votre prêt est allongé d'un mois complémentaire et la dernière mensualité, c'est les intérêts intercalaires des 6 mois qu'on vient de rater. Et ça, c'est systématique dans toutes les banques, honnêtement. Mais par contre, dans la présentation, c'est exprimé comme c'est reporté de 6 mois sans frais. En effet, il n'y a pas de frais de sortie, il n'y a pas de frais de négo à payer immédiatement, mais on a les intérêts intercalaires à payer. Ouais. Bon, c'est un moindre mal. Tout à fait, mais c'est pas négligeable. Moi, chez moi, ça va représenter plus de 50 000 euros. Hein. Ouais, c'est sûr. Donc le chiffre intéressant, c'est quand même le 7% chez vous, Pascal, qui est quelque chose de relativement modéré, quoi. C'est plus qu'une contingence, mais c'est loin d'être un début de majorité. C'est vraiment, Ah non, non, non. Il y a que les fragiles les plus fragiles des activités représentées parmi vos coworkers. Tout à fait. Et ensuite, les nomades, on les a tous arrêtés. Ils ne payent pas jusqu'à la fin du déconfinement puisqu'ils sont en principe nomades. Mais par contre, eux vont revenir dès que ça sera déconfiné. Je pense aussi, ils devraient revenir instantanément. Et puis après, on est comme vous, on a perdu aussi toutes les salles de réunion extérieures, évidemment, par définition. Par contre, après, le prêt que nous on fait, enfin pas le prêt, mais l'étalement que l'on fait nous, parce que la somme des emprunts, en fait, est une entité relativement négligeable par rapport à la valeur des loyers. Et pour l'instant, la négociation avec les bailleurs est très, très complexe. Très complexe. Bien plus complexe qu'avec les banques. Oui, mais Pascal, normalement, ils sont obligés d'étaler les activités. Ce qui a été interdit, ce qui a été rendu obligatoire, c'est le fait de dire que pendant la période de confinement, pour les activités fermées. Or, les activités fermées, ce ne sont que les locations de salles de réunion. Tout ce qui est bureau ne sont absolument pas fermés par le décret. Donc, les salles de réunion, ils nous proposent de décaler. Le décret a demandé à mensualiser. Donc ça, en effet, ils nous disent, écoutez, plutôt que de payer maintenant, on vous propose donc au lieu de payer avril-mai, vous ne payez pas avril-mai d'un coup, enfin avril-mai-juin, vous paierez en juillet, vous payez juin tout seul, et en juillet, vous paierez juillet et avril, et en août, vous paierez mai et avril, ce qui règle absolument pas le problème. Oui. Je comprends pas l'histoire des salles de réunion. Un bureau fermé n'est pas considéré comme… Non, les espaces de bureau ne sont pas censés… nous, on est toujours ouverts, hein, comme… Oui, comme nous. Voilà, on est toujours ouvert, on n'a pas à être fermé pendant cette période-là pour des bureaux. Tu dois continuer à fournir ton lieu de travail, parce que certains sont obligés de se déplacer d'ailleurs dans leur lieu de travail, ils ne sont pas télétravaillables. Une salle de réunion, c'est pas considéré comme un lieu de travail. Seuls les ERP ont été fermés. Or, nous, on n'a que les salles de réunion qui sont ERP. Les espaces de bureau ne sont pas ERP. Et donc, après, la négociation une à une avec les bailleurs. Mais les bailleurs ne sont pas… Et pourtant, j'ai des très gros bailleurs. Julien, est-ce que vous avez une classification établissement recevant du public, OHQ? Oui, tout à fait, sur l'espace événementiel et sur le 2e étage, mais pas sur le 3e étage. Comme nous. Et Julien, tu disais en intro que l'événementiel, c'était environ 60% des revenus du HQ. Chez vous, Pascal, et peut-être on peut faire un petit tour pour ceux qui opèrent des lieux. Je vois que y a Soufiane qui est arrivé, il y a un certain nombre de personnes qui sont présentées aussi en ouverture, Olivier notamment, et d'autres qui opèrent des lieux. Vous pouvez nous donner, Pascal, à peu près la part que représente l'événementiel dans votre volume d'activité? Je ne vais pas pouvoir vous distinguer l'événementiel. Par contre, la location de salles de réunion, donc pour mes coworkers comme pour les extérieurs, oui, mais j'ai aussi les bureaux qui m'en louent de temps en temps. Ça représente à peu près 20%. D'accord, et c'est pas mal. C'est pas mal. Peut-être d'autres qui ont ce chiffre en tête, qu'on puisse
Bon, pour l'instant, on a un span qui va de 20 à 60, donc 1 à 3. Il y en a pour qui c'est beaucoup moins ou beaucoup plus? Je n'ai pas de statistiques, mais ce que je pense, c'est que ce soit le HQ ou Now, ce sont des grands espaces, 1000 mètres carrés ou plus. La plupart des espaces, c'est entre 200 et 300 mètres carrés. Et là, ils sont très gênés parce que l'événementiel peut représenter… Enfin, d'abord, le loyer représente souvent à peu près 60% de leurs frais. Et l'événementiel peut être une charge relativement importante parce que comme souvent ces espaces sont faits beaucoup de nomades, parce qu'ils sont petits, ils ont assez peu de bureaux, c'est une perte assez conséquente pour l'exploitation en ce moment et ils souffrent beaucoup. Très intéressant. Il y a Anthony Deneau en complément qui disait que lui, c'était autour de 20% comme Pascal. Et il y a Rémi. Alors peut-être Rémi, je vais vous laisser nous parler, vous parler d'un réseau de 35 espaces coworking CVL avec un réseau de Fab Lab, les Makerspace en région qui en région centre, qui a permis de faciliter les échanges dans cette période. Donc quelque part, sans savoir que ça existait, on reproduisait un groupe de partage, mais on le fait avec plaisir, en espérant que ce soit évidemment complémentaire. Vous citez aussi le blog de France Tiers-Lieux. Donc merci pour ces références que tout le monde peut retrouver dans le chat. Est-ce qu'on a d'autres sujets à aborder peut-être on a pas mal parlé d'automatisation quelque part de la réservation à la fourniture de l'accès, en passant par la facturation, le digital signage, la signalétique et la partie énergétique et confort du bâtiment. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions pour Julien à ce sujet? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont mis en place de la GTB au niveau de leur lieu? Oui, chez nous, Pascal Givon, chez nous, tous nos sites sont sous GTB, mais entre guillemets, c'est un peu normal parce qu'on est sur des très gros sites et qu'on vient de rénover et c'est quasi obligatoire dans toutes les rénovations d'avoir ce type de mécanique. Alors Pascal, je profite de vous avoir parce qu'on a suivi dans la presse l'ouverture de votre lieu très, très beau d'ailleurs à Marseille. Comment ça se passe 15 jours après, mais bon. Oui, c'est ça. Mais comment ça se passe quand on ouvre un lieu la veille du confinement? Parce que je suis ravi que vous soyez là, mais on a tous pensé à vous dans la communauté du Flex ensemble en se disant, est-ce que c'est… Enfin, il ne faut pas être verni quand même. Voilà. C'est pas de chance. Mais en fait, on a fait l'ouverture le 3 et le samedi 15, voilà, tout le monde commençait à partir. Donc là, c'est un site taille normale, il fait 3000 mètres carrés. On avait 30% de remplissage à l'ouverture, donc c'est à peu près les taux que l'on a habituellement, donc on était content. Bonne ouverture, mais malheureusement, évidemment, personne n'a pu supporter. Et la problématique de ce site-là, c'est que le remplissage, moi je pense qu'on va être déconfiné vers le 15 mai. Ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à faire revisiter le site vers cette période, ce qui signifie que globalement, on attirera des nouveaux clients qu'à partir de septembre, parce que les gens ne vont pas s'engager au 15 juin pour rentrer chez nous. Et donc, on va avoir 4 mois. Donc, globalement, on va perdre mars, avril, mai, juin, juillet, août, 6 mois. On perd 6 mois pour le remplissage. Alors, c'était le cas avant que nous démarrions ce webinar, mais Agnès Baucher nous informe par le chat, et merci Agnès, que le ministère de l'Éducation nationale vient de décaler les vacances, les congés scolaires au mois d'août, donc le juillet sera travaillé. Donc, avec un peu de chance, vous avez été entendu. Voilà, bon, il s'agirait d'une note interne, donc c'est pas encore officiel, mais merci. Donc, si je comprends que c'est officieux, donc Agnès, merci pour cette info. Mais peut-être, avec un peu de chance, ils vont revenir pour juin-juillet si on sort de confinement. Anthony, vous aussi, vous avez, je le vois par le chat, comme Pascal, vous avez ouvert le lieu, donc Cobalt, à Poitiers, juste avant la période de confinement. Vous voulez nous raconter ça? Enfin, comment ça se passe sur le plan de l'exploitation? Vous aviez l'équipe surmotivée et tout. Qu'est-ce qui se passe quand finalement il y a… Alors, du coup, non, je ne disais pas ensemble, je disais plutôt en sens où on a installé il y a très peu aussi une serrure qui permet d'être déverrouillée à l'aide d'un téléphone.
et pas forcément justement l'ouverture du tiers-lieu juste avant le confinement. D'accord, pardon. D'accord. Vous réagissiez sur un point précédent. Ok, autant pour moi. Merci pour la précision. Merci beaucoup, Anthony. Est-ce qu'on a d'autres questions à l'attention de Julien ou d'autres réactions par rapport à cette période unique que l'on traverse et qui on le voit, hein, favorise et facilite le partage et l'entraide? Moi, j'aimerais bien savoir si d'autres ont réussi à négocier pour les loyers, justement, avec leurs bailleurs. À Poitiers, Anthony? Non. Après, Alors, Poitiers, ça dépend de l'agglo. C'est l'agglo qui est propriétaire, non? Non, c'est un investisseur privé avec Ok. une scène. Enfin, je pourrais pas vous décrire exactement la façon dans laquelle le projet a été monté, mais pour le coup, nous, on n'a pas de décalage de loyer par rapport à notre remboursement à notre propriétaire. Donc, on doit bien s'acquitter du même montant. Et nous, par contre, on n'a pas eu une seule demande de la part de nos coworkers sur un report de l'utilisation de l'espace de coworking ou de la location de bureaux. Donc, jusque-là, pareil, ils se montrent assez solidaires. Par contre, en effet, là, on va avoir une perte de chiffre d'affaires, ça va être sur la partie événementielle et sur la partie location de salle de réunion, où là, déjà, c'est impossible aussi de se projeter sur le mois d'avril et même probablement sur le mois de mai, on va vraiment en pâtir, étant donné aussi qu'on propose des événements grand public. C'est-à-dire que la vocation du lieu, certes, c'est la location d'espaces de coworking, de bureaux, de salles de réunion, mais c'est aussi une programmation sur des sujets numériques, innovation et entrepreneuriat. Et de ce fait, pas de programmation, moins d'affluence et potentiellement même des fonds privés qui peuvent s'envoler, dans la mesure où notre souhait était aussi de pouvoir commercialiser des partenariats à grand compte sur notre programmation. Donc, les conséquences à court terme sont telles que on va réussir à se relever, mais sur du plus long terme, ça va nous décaler quand même pas mal sur tout ce qui est activité secondaire ou même activité principale de programmation du lieu, quoi. Et vous arrivez à maintenir le lien avec vos membres pendant cette période-là? Oui, toujours un petit peu. Donc, on n'utilise pas d'outils comme Slack, mais par contre, par le biais de la plateforme qui génère nos contrats de location, par exemple, on a un petit fil d'actualité, donc on peut facilement se poser des questions, se demander des nouvelles. On a mis en place aussi un événement en visio avec l'ensemble des coworkers et même des personnes extérieures au lieu qui ont envie de savoir un petit peu comment se passe le quotidien de chacun. C'est une fois par semaine, un petit café digital où chacun va pouvoir raconter sa vie pendant quelques temps. Et après, je passe quand même pas mal de temps au téléphone aussi avec eux pour conserver le lien, raconter des petites blagues, faire mon bout en train comme d'habitude. Et jusque-là, ça porte plutôt bien ses fruits. Donc, on continue comme ça pour le moment. C'est top. Si vous voulez, pendant les quelques minutes qui nous restent, partager le lien du prochain apéro vidéo, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir que tout le monde en prendra connaissance par le chat. En tout cas, merci de nous avoir partagé ça. Pas de souci, mais c'est pas un apéro, c'est un café. Hein. Ah, on boit pas d'alcool. Non, mais ça pourrait être un apéro, un café. Il y a eu beaucoup d'interventions masculines. Est-ce qu'on peut essayer de rétablir la parité, même si Agnès s'était manifestée par le chat? Je vois qu'il y a Sarah qui est présente parmi nous, Émilie. Ah, voilà. Merci, Émilie. Donc, je lis votre question. Donc, voilà, on avait un témoignage d'Émilie vous pouvez le voir sur le chat. A priori, voilà, il y a des façons de faire et ça a été fait à Blois et avec succès. Voilà, Ouais, donc merci pour ce témoignage. Moi, je vais devoir aussi vous laisser, mais surtout si vous voulez garder contact. Un grand merci, Julien. Est-ce que s'il y a des participants à ce webinaire qui veulent te contacter par la suite, tu serais d'accord pour laisser tes coordonnées? Si voilà, il y a des questions privées et que vous voudrez prendre un conseil et que tu puisses les aider, est-ce que tu serais d'accord pour cela? Ouais, bien sûr. Le plus simple, c'est de m'ajouter sur LinkedIn. Voilà, tout simplement. Je vais mettre le lien dans les commentaires comme ça. Alors, j'en connais quand même pas mal parmi vous, mais je vais le mettre en commentaire. Comme ça, n'hésitez pas à me demander en contact. Je suis très réactif, surtout en ce moment. On ne peut pas faire autrement que d'être devant son écran pour bosser. Donc, avec grand plaisir pour poursuivre des échanges privés avec ceux qui le souhaitent. Formidable. Un grand merci, Julien, pour ton
temps et pour tout ce que tu nous as partagé parce que c'était passionnant. Et merci à tous les participants parce que c'était un vrai échange comme on les aime et on a été enchantés de vous avoir. On vous dit à bientôt pour le prochain webinaire qui n'est pas du tout planifié, mais on va s'y mettre et on a été ravis, Julien, de t'avoir pour notre édition numéro 1. Et merci pour la transparence parce que je crois que tu nous as tout dit. Et on sait à quel point avoir un retour d'expérience est compliqué, surtout en ce moment. Et bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir.